Junji Ito est le maître de l'horreur pour la communauté manga. Je l'ai découvert pour ma part grâce à l'excellente collection des éditions Mangetsu consacrée à son travail. Ma copine voulait à tout prix lire son Frankenstein, donc bon, ce que femme veut, Dieu le veut, donc elle obtient le manga. J'avais déjà pour ma part lu le roman de mon côté des années auparavant, et ce entièrement en anglais. Oui, je flex un peu. Donc j'avais déjà mes attentes et mon Frankenstein en tête. J'ouvre le manga, et là je vois ça. Vous entrez dans le macabre, l'horreur et l'épouvante, bienvenue chez Junji Ito, voici mon top 10 de ce manga. Deuxième manga de Junji Ito que j'ai lu, heureusement que je ne me suis pas arrêté après celui-là, parce que c'est le moins bon de Junji Ito de mon point de vue. Sensor raconte l'histoire d'une fille qui va devenir le réceptacle d'un dieu, tandis qu'un journaliste tente de la protéger, une secte la traque. Junji Ito explique dans la post-phase du manga qu'il ne savait pas où il allait avec l'histoire de Sensor, ce qui fait qu'il sert un récit confus d'horreur cosmique aux lecteurs qui se sentiront un peu largués. Il y parle aussi un peu de religion, un peu du bien et du mal, on peut lui reconnaître qu'il y a beaucoup d'idées quand même, mais on s'y perd trop. Et globalement, si vous cherchez à avoir peur, vous allez vous ennuyer. Mais ne parlons pas trop de cette erreur de parcours et passons au numéro 9. Spiral est le dernier Junji Ito que j'ai lu. Je l'ai d'ailleurs lu pour les besoins de cette vidéo, étant donné que je n'avais lu que 9 mangas d'horreur de Ito avant. Spiral raconte l'histoire de Kiri et de son copain Suichi qui font face à des éléments horrifiques ayant toujours lien avec des spirales. Que ce soit des cheveux en spirale, des gens en spirale, des ouragans en spirale, et j'en passe. Pas son meilleur en termes d'histoire de mon point de vue, la thématique de l'obsession de la spirale ne m'ayant pas particulièrement touché, mais il fait sûrement ses plus beaux dessins dans Spirale, comme celui de l'environnement Lovecraftien dans le dernier chapitre, et je dois avouer m'être arrêté un moment devant ces escaliers en spirale, comme hypnotisé, tout comme j'ai accéléré les pages avec les escargots et la femme recousue avec son bébé à l'intérieur, pour éviter de vomir tout ce que j'avais mangé. D'ailleurs, il y a une réécriture horrifique de Roméo et Juliette particulièrement agréable à l'intérieur. Passons au numéro 8. L'école des composés raconte les péripéties d'un garçon qui a fait un pacte avec le diable et de sa sœur complètement déjantée qui aime manger de la chair humaine. Le duo fait d'ailleurs le charme de l'ouvrage, fonctionnant très bien en tant que force contraire, elle est excentrique, lui est calme. Il n'y a que dans l'horreur qu'ils se rassemblent au final. Le Japon est un pays qui possède une véritable culture de l'excuse. En plus, ils n'en font jamais trop. Junji Ito se pose la question suivante. Et si les excuses devenaient démoniaques, que se passerait-il ? Eh bien, il se passerait que le diable se délecterait du spectacle de ces fausses excuses dont le pouvoir est de liquéfier chaque personne qui les entend et utiliserait le personnage principal afin de propager sa malédiction au plus grand nombre. Ce tome comprend 10 récits indépendants d'Ito, c'est une assez bonne porte d'entrée pour découvrir les travaux d'Ito, mais il est moins bon que le tome 1, car moins effrayant. Dans les récits qui m'ont marqué, il y a Tuyau hurlant. C'est l'histoire d'un stalker qui va réussir à rentrer dans les tuyaux de la salle de bain des deux filles qu'il stalk. Il y a aussi la chuchoteuse, c'est l'histoire d'un père qui engage une femme, la chuchoteuse, pour guider sa fille qui n'arrive pas à prendre de décision, jusqu'à lui chuchoter d'aller commettre un meurtre. Enfin, il y a l'histoire d'Où à Dieu, c'est l'histoire d'un couple qui vit avec les fantômes de la famille du mari, jusqu'à ce que le twist final nous apprenne que la femme est morte aussi. Junji Ito avoue avoir eu très peur des femmes, surtout des jolies. Cela se retrouve dans son œuvre et c'est d'ailleurs le recueil qui en parle le plus. Parmi les histoires marquantes, on peut parler de Miss au scalpel, où une femme veut à tout prix se faire dépecer, ou encore l'histoire Tomio et le col sanglant, où Tomio trompe sa copine avec une sorcière qui collectionne les têtes tranchées de ses amants, ce qui était plutôt une mauvaise idée. Encore un recueil de récits courts. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Où Mimi, l'héroïne principale, fait face à des événements paranormaux. Parmi ces événements, on peut citer ceux de l'histoire
Les voisines, où Mimi fait face à une étrange voisine dont le corps est entièrement couvert, ce qui me rappelle l'apparence de l'homme invisible dans le film de 1933. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est la réelle apparence de la voisine, une sorte de robot bizarre en tige de métal. Mimi découvre à un moment la véritable apparence de la voisine et se fait attaquer. Elle arrive à déjouer l'attaque et regarde par la fenêtre pour voir si tout est fini. Et c'est là que la voisine l'attend, dressée sur ces horribles tiges de métal, dans ma page préférée de tout le manga. On peut aussi citer l'histoire Seul, qui est assez touchante, où une mère qui s'est donné la mort par le feu rend visite à sa fille sous la forme d'un spectre, mais son apparence est trop effrayante pour sa fille, ce qui rend la situation tragique au final. Tout comme le tome 2 des chefs-d'œuvre d'Ito, celui-ci est une bonne porte d'entrée dans son univers. Il comprend 10 récits indépendants, dont l'un des classiques d'Ito, Les ballons pendus. C'est l'une des histoires préférées d'Ito, venant d'un de ses rêves. L'histoire est la suivante. Après qu'une jeune chanteuse ait été retrouvée pendue, des rumeurs se répandent selon lesquelles sa tête aurait été vue dans le ciel, sous la forme d'un ballon de baudruche immense. Puis le phénomène finit par toucher tout le monde. Certains tentent de les détruire, mais remarquent que lorsqu'elles explosent, l'humain à qui la tête appartient meurt aussi. L'histoire du récit, Le Castelet, est également très intéressante. Une famille se laisse mouvoir par des marionnettistes jusqu'à ce qu'ils terminent par se transformer en marionnettes. L'histoire est une sorte de Pinocchio inversé en somme. Il y a aussi l'histoire Le Mannequin, où Junji Ito met en scène un de ses personnages fétiches, une mannequin dérangeante, croisée avec un requin. Médaille de bronze du top, l'histoire majeure du manga est Le Village de l'Éther. C'est l'histoire d'un savant qui a vu le titre de cette vidéo sur l'impossibilité des machines à mouvement perpétuel et l'a jeté loin là-bas. Puis, il a créé son utopie basée sur ces mêmes machines. Malheureusement, il tue 2-3 personnes pour pouvoir la réaliser, ce qui donne lieu à ces magnifiques dessins de cadavres steampunk pantins. La deuxième histoire qui m'a marqué, c'est Les Carapaces du Marais Manju, où des tortues avec un visage gravé sur leur carapace sont livrées par des corbeaux devant la maison de la personne dont le visage est sur la carapace pour leur annoncer leur mort. J'ai déjà parlé de mon rapport au Frankenstein d'Ito au début de la vidéo, mais je rajouterai que l'idée selon laquelle la créature souhaite une moitié est une très bonne idée. Idée d'ailleurs reprise par Kenneth Branagh dans son film sur Frankenstein. Je dois avouer n'avoir jamais vu une seule adaptation de Frankenstein, malgré le fait que j'apprécie cette œuvre, alors que j'ai enchaîné quasiment tous les films de monstres de la Hammer, dont le Frankenstein classique fait partie. L'adaptation de Ito est donc la seule adaptation et la seule représentation du monstre qu'il m'ait été donné de voir, en dehors de l'idée que je me faisais de la créature avec le roman. Je ne sais donc pas si la créature est immense dans les autres adaptations, mais j'ai bien aimé la démesure qu'Ito lui donne. Il lui fait manger un ours quand même. J'aime bien aussi le pu dégueulasse qu'il a dans les yeux. Dans l'édition du Frankenstein, par Mangetsu, se trouvent aussi les histoires avec le personnage d'Oshikiri, qui valent vraiment le coup. Oshikiri est un garçon plus ou moins abandonné par ses parents, qui sont censés être à l'étranger pour une durée indéterminée. Il vit dans une étrange maison et est victime d'expériences paranormales, comme des doubles de ses parents qui, dans les murs de sa maison, ou encore son propre double qui essaye de faire des expérimentations pas très catholiques sur la fille qu'il aime. Une fille enceinte de son professeur tombe d'une falaise. Pour couvrir l'accident, sa classe la démembre et disperse les morceaux. Elle ne reviendra pas comme ça, n'est-ce pas? Et pourtant, la voilà sur le pas de la porte de la classe. C'est le début de la saga de Tommy. Le personnage est inspiré à Ito par sa peur des femmes, bien évidemment, mais aussi par la disparition d'un camarade de classe de Junji Ito, qui était tellement rempli de vie que Junji Ito pensait le voir entrer dans la salle de classe malgré sa mort. Je pense aussi que le fait que Tommy paraisse dans un magazine shoujo, le Monthly Halloween, a aussi joué dans sa création, car les lectrices souhaitaient peut-être plutôt voir un personnage féminin, tout comme les personnages masculins, en tant que protagonistes, sont présents dans les magazines shonen à destination en majorité des garçons, comme le Shonen Jump. À chaque chapitre, Tommy ensorcelle des hommes, les incitant à commettre des meurtres ou à se suicider. Elle métamorphose aussi des jeunes femmes innocentes en réplique d'elles-mêmes. Tommy joue à la fois le rôle du bourreau et de la victime.
étant fréquemment démembrée et assassinée par les hommes qu'elle a ensorcelés. Cependant, elle parvient à se régénérer en utilisant les différents morceaux de son corps ou ses fluides corporels, cherchant alors à se venger. Parmi les chapitres marquants, on peut citer les photographies, où une photographe prend en photo le véritable visage de Tommy, ou encore le chapitre Le bassin de la cascade, qui possède le meilleur regard haineux de Tommy. Auriculaire parle d'une Tommy ratée qui drague un homme laid, qui rejette les autres Tommy belles, et une fois qu'il lui a avoué ses sentiments, se moque de lui et reprend sa vraie apparence de Tommy, victorieuse. Pour finir, le peintre raconte comment un peintre tente de représenter Tommy avec un résultat plutôt surprenant. J'espère que ce top 10 vous aura plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser choisir votre prochaine insomnie parmi cette sélection et à vous dire au revoir. Abonne-toi s'il te plaît. Allez, abonne-toi. Abonne-toi. Non, sérieusement, abonne-toi. Sinon c'est ton chien que je bute.